Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. La semaine dernière, dans la première partie de cet épisode 38, nous avions laissé Marie-Claude avant son départ en Chine. Je vous invite à écouter d'abord cette première partie et je vous laisse reprendre le fil de son extraordinaire parcours. J'ai oublié de dire que je démarrais en 72. Dans la même année, je suis parti en Chine pour aller chercher le panda, le premier panda, parce qu'on a eu d'autres. On a eu le premier panda parisien qui est parti à Vincennes. En fait, on avait un couple de pandas. Je venais donc d'arriver, il y avait une nénette. À la fin de l'année, le directeur m'appelle, au milieu de ces bonnes femmes, qu'il appréciait un peu trop. On pourrait parler de harcèlement, mais on va pas parler. Lui, bon, je lui fiche une claque. Ça l'a arrêté. Ça a également arrêté un peu ma carrière, mais enfin, c'est la vie. Et ça, c'est pour revenir parce que, bon, on a subi tout ça, votre génération a raison. Je trouve qu'il y a des excès, mais c'est vrai qu'on admettait parfois un peu trop. Moi pas, mais beaucoup de filles acceptaient un peu trop. Ouais. Bon, toujours est-il qu'il me dit, c'est pas que j'ai tellement confiance en vous, parce que je lui avais fait, donc je lui ai donné une claque, je l'avais un peu emmerdé sur ce sujet-là, mais j'ai absolument besoin de quelqu'un. Personne ne peut aller en Chine. Il y en a qui ont peur de l'avion, il y en a qui ont des enfants et tout. Vous partez en Chine. J'ai dit, mais vous allez chercher le panda officiellement. Et vous vous tenez bien. Mais je pars Charmant homme. Et je dis, qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous m'avez compris. J'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire, mais il me dit, de toute façon, vous partez avec le sous-directeur. Pour faire court, le sous-directeur était un administratif. C'était vétérinaire de formation, mais il y avait très très longtemps qu'il avait oublié d'être vétérinaire. C'était un administratif pur que je vais voir, qui était en fin de carrière, et qui me dit, Marie-Claude, faut pas vous inquiéter, je suis déjà sorti de France, j'étais au Baléares. Je lui dis, Jean, je suis pas trop inquiète, ça va aller. Ce qui fait que nous partîmes tous deux. Il était complètement affolé, mille fois plus que moi. Il disait, mais comment on va faire? Il n'avait pas compris qu'il était avec une aventurière. Donc, il était à Vincennes, on se connaissait pas tant que ça. Donc, on est arrivé, imaginez Pékin, 72, Mao partout, et tout. J'imagine. Il me dit, on se tient bien. Je dis, vous n'avez pas recommencé. On peut pas, on a été encadré dans la minute. On nous a promenés partout. On a eu la Grande Muraille. On a eu la Grande Muraille pour nous tout seuls. Ça doit être extraordinaire. Extraordinaire. On a fait le palais impérial pour nous tout seuls. On nous l'a rouvert complètement. On a été reçus, mais comme des rois, absolument comme des rois, parce qu'on représentait le président Pompidou, qui avait, à travers nous, promis des gorilles que la France ne donnera jamais. J'en ai encore honte. Je n'y pouvais rien, hein, c'est comme ça. Et on a eu des cours d'acupuncture avec parce que les Chinois tenaient à ce que tout soit identique. On avait trouvé une jeune femme qui était soi-disant vétérinaire, je suis aperçu qu'elle n'était pas du tout vétérinaire, qui me montrait comment fallait soigner les animaux en acupuncture. De toute façon, bon, je me demandais s'il y avait un vétérinaire. Et on avait des grandes réunions comme ça à la rallonge, à la française, à la chinoise, n'importe quoi. Hein. Vous savez, ces trucs où on avait le vétérinaire qui parlait, on nous traduisait et on buvait un thé à chaque fois, à la gloire de ça. Finalement, bon, moi qui une petite vessie, j'ai dit, pour aller aux toilettes, on m'emmène, c'est pour montrer comment c'était à cette époque, on siffle, branle-bas de combat, on siffle, on hurle. Et je vois 10 dames qui sortent des toilettes. Je me dis, pourquoi elles sortent? Et j'ai compris. Il y avait 10 trous. Ah, et d'accord. Elles ne pouvaient pas. Ils n'ont pas voulu me mettre avec les 10 dames. Donc,
J'étais confuse en sortant, en leur demandant pardon et tout. Elles se sont reprécipitées. Voilà, c'était la Chine. J'en plaisante, mais c'était impressionnant. Ouais, C'était bien l'époque sûr. où il n'y avait pas d'animaux. On avait fait fuir tous les animaux. Il y avait pas, même pas d'oiseaux pratiquement. Le zoo de Pékin était immense, pauvre certes et tout, et on nous a présenté aux pandas. Et j'ai vu à ce moment-là qu'un des pandas n'était pas en forme. D'accord. Tout ce que je pourrais dire. Et je dis à Jean Rajard, hein, je lui dis, il y en a un qui m'a pas l'air bien. Il me dit, Marie-Claude, pas d'histoire, pas d'histoire. Je dis, mais il y en a un qui m'a pas l'air bien. Puis je lui dis, c'est bizarre, je sais que c'est difficile, les ours ont des tout petits testicules, c'est très difficile à voir. Et c'était des jeunes, hein, un peu comme les chiots. Et je lui dis, j'ai l'impression que c'est deux mâles. Il me dit, ah non, Marie-Claude, pas d'ennui, pas d'ennui, pas d'ennui. Hein? Parce que c'était bon. censé être des femelles. Un couple. C'est ce qui. Ah oui, un couple. Ah oui, d'accord. Oui, un c'était couple. le- Oui, donc c'était- deux mâles, ça va pas, quoi. Ben oui, deux mâles, il donnait un couple en vue de reproduction. Oui, d'accord, ok. À ce moment-là, à cette époque, c'était un cadeau officiel. Maintenant, on les loue. C'était le cadeau officiel du peuple de Pékin au peuple de France. D'accord. Et il me dit, je vous ai dit, on n'a fait rien. On a vu le consul, on a fait, bon, c'était drôle, d'ailleurs, on a fait des trucs, le consul. Il faudrait des journées entières. Bon, parce que alors là, on faisait des grands repas, comme ça se fait toujours en Chine, mais à peu près tous les repas, on a fait 15 plats, et entre chaque plat, on trinquait, mais quoi, du nappe, enfin, Du saké, non? oui, du saké ou pire, enfin je sais pas si c'était un alcool extrêmement fort, à l'amitié franco-chinoise. À la 12e franco-chinoise, je commençais à osciller. Jean me faisait signe. J'avais fait faire des cours de baguette, il savait pas faire. Il n'arrivait pas. Là-dessus, je commençais à être un peu pété. Il prend ses baguettes, il pince un de ces trucs gluants chinois, délicieux de Moran, parce que là-bas, c'était de la vraie cuisine chinoise, qui file directement dans le truc du consul. Je commence à pouffer de rire. Je pouvais plus. Le Chinois me regarde impassible, je n'y arrivais plus. Sur ce, le consul fait mine de rien, fait tomber le truc gluant, qui revient vers nous, et voilà mon Jean qui se le colle à la chaussure. Et tout le long, on aurait dit le capitaine Haddock. J'ai réussi à garder mon calme. Il m'a dit, Marie-Claude, vous avez été relativement bien. J'ai dit, écoutez, je vous assure qu'il y avait de quoi pouffer de rire et tout. En plus, on était dans des chambres où il faisait 40 degrés, alors qu'en Chine, ils vivaient tous à 12 degrés. Mais les Occidentaux, dans leur tête, il fallait qu'on soit à 40 degrés. Donc, on surchauffait, on ouvrait les fenêtres. Or, ils venaient toujours voir le soir, quelqu'un venait voir, ils nous fermaient frénétiquement les fenêtres. Ils nous ont couverts déjà de cadeaux, comme font toujours les Chinois quand ils viennent, vous savez, de multiples cadeaux, qui étaient plus beaux à cette époque et tout. Voilà. Et on est revenu avec les pandas dans la cabine d'Air France. Mais non. À l'intérieur, parce qu'il n'y avait pas eu d'autre solution. Les Chinois avaient imposé qu'on ait un œil toujours. Et c'était pas possible de faire autrement. J'ai pas suivi. C'est Jean qui a suivi ça. Il m'a dit, Marie-Claude, ils seront avec nous. Et vous resterez à l'arrière avec les soigneurs. Mais il y avait d'autres passagers. C'était un avion de ligne. Il y avait d'autres passagers. Oui, c'était un avion de ligne. Ouais. Et en plus, ils ont les Chinois ont exigé que l'avion soit maintenu à 12 degrés, parce qu'à l'époque, on considérait qu'il ne fallait pas, on s'est aperçu depuis qu'ils supportent des températures bien autres, mais ils ne connaissaient pas tant que ça, car ils venaient de les capturer dans la nature, on s'est rendu compte après, et ils nous les ont donnés comme ça, et donc on est tous restés avec nos pelisses. Nous, on était à l'arrière, près des toilettes, les gens étaient complètement effarés, et on avait une masse de bambou qu'on donnait à nos bestiaux, qui font, alors, faut dire une chose, j'adore les pandas, mais j'aime les ours, hein. J'en ai élevé un, avec moi à la ménagerie, qui me suivait partout dans les allées, qui mordait les gens si je m'arrêtais trop longtemps. Donc, j'aime vraiment les ours. Mais les pandas, c'est l'ours lent. Parce que ça a très peu, en fait, ça a très peu d'énergie, ça mange que, c'est un herbivore, c'est fou. Donc, ils mangeaient, mais crac, crac, ça fait un boucan épouvantable. Et ça chie tout le temps, parce que ça digère très mal. Il faut que ça mange 16 heures par jour, et ça bouge. Donc, on était là avec nos milliers de sopalins, des seaux et le bambou. Et un mangeait très peu. Et je redis à Jacques, mais il y en a un qui est pas bien. Ça va pas fort. Ça va bien. Bon. Alors, c'est arrivé, officiel, on avait exigé. J'avais pourtant pas fait beaucoup de médias, qu'il n'y ait pas de médias à l'arrivée.
pour pas qu'on les fasse tuer. On a été à Vincennes. Vincennes avait préparé un grand truc avec un bassin où les pandas se sont mis. À mon étonnement, je crois qu'ils étaient complètement stressés, avec un décor de bambou qu'évidemment ils ont mangé dans la minute qui suivait quand ils ont vu les grands pots de bambou. Et on a inauguré ça avec la femme de Mesmer en peau de léopard, un manteau de peau de léopard. Je me suis glissé derrière et je lui ai dit, c'est inopportun. Vous savez, pouf, elle s'est fait assassiner par la presse. J'avais rien dit, hein, mais bon, voilà. C'était une époque. C'était une époque. Voilà, les pandas. Et il s'est avéré, ça a fait la une des journaux à ce moment-là. Marie-Vonne, qui était à Vincennes, Marie-Vonne Leclerc m'a téléphoné en me disant, c'est effectivement deux mâles. Et la diplomatie ça va être très dur de les faire reproduire. Très, très dur de dire également. Bah oui, je comprends bien. Oui. Donc, il y a eu on m'a pas mis là-dedans, vu ma diplomatie. Ça n'a pas été simple, ni pour la Chine qui n'a pas forcément accepté, ni pour l'autre. Et qui plus est, il avait une pancréatite, il est mort quelques mois après. Ça a fait la une des journaux français. Les zoos ont tué notre panda. Ça a dû faire la une des journaux en Chine. Voilà, c'est l'histoire des pandas. C'est pourquoi je l'avais un peu jeté. Donc 72, 73, voilà. Donc moi, pendant cela, on revient à mon parcours. Je fais tous mes congrès avec mes collègues de l'Europe de l'Est. Bon, là, c'est très long. Je vais pas vous énumérer. J'ai fait toute l'Europe de l'Est, hein, pratiquement tous les pays. Le pire ayant été à mes yeux l'Allemagne de l'Est, qui était la plus souffrante pour la population. Et on faisait ça en allemand et tout. Et j'ai commencé à communiquer. Alors, j'ai demandé des traducteurs. Parce qu'ils me disent, vous comprenez? Je dis non, on comprend pas. Et on est quand même quelques Français. Donc, il n'y avait pas d'anglais pratiquement, donc ils nous ont trouvé une traductrice assez vite, mais qui n'avait aucune notion scientifique, que j'ai toujours adorée car elle restait avec nous. Et pendant les projections, on faisait ça encore en projection diapo, elle disait, voilà, vous avez là quelque chose qui est, je comprends pas, c'est coloré rose, il y a une chose bleue au milieu, vous avez remarqué, hein? Ça a l'air d'être grave. D'après ce qu'il dit, c'est grave. Hein. Je comprends pas le nom, non. Mais voilà. Ah oui, d'accord. Mais elle était adorable. Bon, après, quand j'ai eu besoin, j'ai les retraduits avec un dico et tout. Bon, au moins, j'ai fait des publications avec terreur, mais bon, l'avantage, c'est que personne ne me comprenait, puisque je savais qu'elle traduisait dans l'autre sens, de façon, parce que les gens riaient comme des fous, tous les Allemands. De l'autre côté aussi, oui. Ils parlent presque tous, surtout allemand. Donc, je me disais, elle doit nous faire le truc, parce que quand c'était dans notre sens, on pouffait d'un côté. Ça m'a laissé de merveilleux souvenirs, parce que j'ai jamais trop compris. Mais du coup, je m'étais fait des amis, ça me permettait d'appeler plus facilement, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la période, j'allais dire, heureuse de vétérinaire. Alors, on a donc fait l'anesthésie, on a énormément travaillé sur l'architecture. Bon, la ménagerie était un lieu, hélas, classé en douce. On faisait des modifications. Il m'est arrivé avec le soigneur-chef d'aller couper des grilles en douce et dire qu'elles étaient tombées. Bon, c'est dommage, c'est un lieu merveilleux, totalement abandonné, qui va être rénové prochainement. J'ai vu Aude Bourgeois qui devrait, je l'espère, être directrice. Je suis la seule directrice depuis Buffon, la seule femme qui a jamais été directrice. Vous voyez le monde d'hommes dans lequel on est encore au muséum. Donc, j'espère qu'elle sera, et elle me dit qu'ils vont faire des travaux sur les reptiles et tout. C'est un lieu merveilleux, hein, entièrement 19e. Moi, j'ai adoré ce lieu au point de vue esthétique, mais j'ai conscience de sa vétusté et des choses qu'il faut faire. Et les gens qui y travaillent en souffrent infiniment plus. Faut pas croire qu'on prend ça à la légère. Bon, Vincennes a toujours été de la grande maison, je comprends. On l'a refait toujours Vincennes et on a oublié la ménagerie. Ça avait déjà commencé à m'énerver un peu. Moi, j'étais monté en grade, j'avais fait assistant, j'étais devenu maître de conf, je suis passé prof. Attendez, je voudrais juste revenir sur les grands singes un petit peu. Reparler un peu de Nénette. Qu'est-ce qui a fait cette notoriété complètement inégalée? Pour vous dire, même la semaine dernière, je regardais C'est à vous. Il y avait Jacques Weber qui faisait la promotion de son livre, en fait, qui s'appelle Les déclarations d'amour de Jacques Weber. Et dans ces déclarations d'amour, il parle de Nénette qui lui a tendu un brocoli. Qu'est-ce qui a fait sa notoriété à Nénette?
Alors, je devrais dire moi, quelque part, nous deux. J'ai eu un vrai coup de foudre avec Nénette parce que 72, mes enfants râlaient, je n'avais pas encore d'enfants. Je dis, oui, me dirait ma fille, t'avais pas encore d'enfants parce qu'elle râle parce que, je dis, je suis hâteuse maintenant. Bon, c'est surtout que je veux pas les voir vieillir. Je leur dis, je veux plus savoir votre âge parce que, elle est donc plus jeune. Je n'avais pas d'enfants. Je l'ai donc portée sur moi et tout. Bon, cette fameuse crinière, là. De lionne. Voilà. Alors, ce qui me met en colère, puisque la lionne n'a pas de crinière et que c'est le lion qui en a. Bon. Je crois que c'est le titre du podcast sur LSD, c'est Marie-Claude Bamsel, la crinière de Lyon. Je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. Partout. Oui. Et ça m'énervait. Bon, je vais pas revenir. C'est mon aspect. J'ai quand même un moment de mon scientifique. Et j'avais toujours, les médias cherchent toujours des personnages. J'avais toujours refusé. J'étais jeune de toute façon et tout. Mais très vite, toutes les deux, il y avait des photos volées, j'allais dire. Et puis, on a eu une période de, je ne sais plus en quelle année, de la mélioïdose. Le zoo a fermé pour la mélioïdose, qui était un pseudomonas pseudomaléi. J'ai jamais compris ce qui s'était passé. Je ne sais plus en quelle année c'était. Il y a eu en fait un désaccord entre le patron de Pasteur et le patron du muséum. On a fermé pour bacille tellurique, qui n'a jamais vraiment réapparu. On a eu effectivement des chevaux morts qu'on n'a pas interprétés. Qui étaient pathogènes quand même. Qui peut être potentiellement pathogène dans des légionnaires. C'est la maladie des légionnaires du sud, quand on vit dans les marais du sud-est. Ça m'a toujours semblé qu'on l'ait trouvé. Bon, voilà, il y a eu bien des choses. J'ai pas bien compris cette histoire, sincèrement. D'autant plus qu'on nous a fermé la ménagerie complètement. Dans à peu près, ça doit être dans les années 64. J'ai plus en tête exactement. Mes enfants devaient être nés dans ces années 70-80. Et donc, on a fermé et on nous a demandé d'abattre les animaux, toute la ménagerie. Le ministère a téléphoné, ça a duré, Ils ont fait des examens. Alors, ce qui m'amusait, si je puis dire, c'est que ils avaient fermé la ménagerie. C'est un bacille tellurique. Et il y avait les bacs à sable qui jouxtaient la ménagerie. Et les enfants jouaient dans le bac à sable. Donc, je me suis dit, c'est pas forcément bon. Alors, il y avait une panique. Un peu le Covid. Bon, moi, les soigneurs, moi, j'ai pas la ménagerie, mais ils osaient plus acheter le pain. Les gens lui disaient, mais il y a une maladie là-bas. Attention, ils leur jetaient le pain et tout. Ça va vite de faire peur, C'est terriblement terrifiant, si je puis dire. On a vu avec le Covid. Et j'en étais restée un peu meurtrie. Alors, j'ai accepté de me prêter au jeu médiatique. Et j'avais Nénette avec moi. Et je pense que l'aspect rouquin de Nénette, les cheveux roux, l'ensemble, puis une facilité d'élocution et une liberté de parole que j'ai toujours eu la chance d'avoir, ça a monté. La sauce a pris. Et comme disent les médias, vous êtes un bon client. Si vous voulez, j'ai eu la bonne gueule au bon moment. J'étais pas du tout, je n'ai jamais aimé. J'ai énormément appris grâce aux médias. Je ne crache pas sur les médias. Je n'ai jamais aimé faire télé. Je suis quelqu'un de l'ombre, comme vous l'avez compris. Je suis plutôt contemplatif. J'aime regarder les choses. Je vivais dans les cavernes et tout. On a mis un ours qui était en fait au fond de moi. Je suis un ours. J'ai une gueule de solaire. Les gens me disent vous étiez tellement lumineuse et tout, alors que j'ai toujours eu l'impression il y a une dichotomie en moi, mais c'est comme ça. Une distorsion de la réalité. Donc c'est parti, et c'est vrai que Nénette, elle, a commencé à avoir des enfants. On a eu des enfants parallèlement. Elle a eu 4 fils. Elle se promenait avec moi. Bon, après, elle est revenue. Nous, on rentrait toujours. Gérard Dousseau, qui était chef soigneur avec moi à ce moment-là, parce qu'il faut toujours citer les gens, qui était un merveilleux chef soigneur. On avait des accords syndicaux. Il était CGT, c'est pas bon. Mais on s'aimait bien, parce que j'ai toujours fait fonction de directeur assez vite. On adorait Nénette, on rentrait, on sortait avec elle. Après, on a vu ses enfants, etc., etc. Donc, on a eu une vie parallèle. Et il faut voir qu'à cette époque, on connaissait pas grand-chose des animaux sauvages. Et c'était logique, j'allais dire. Puis après, moi, j'avais toujours un animal à la main. Donc, il y avait la nounou.
avec moi. Il y avait des bébés tigres, il y avait mon bébé ours qui se promenait, j'étais la femme sauvage. Bon, les médias, à cette époque, il y avait surtout des mecs, en plus. Donc, apparaissait la vétérinaire sauvage. En plus, c'est vrai que je venais toujours, d'un endroit, j'ai quand même aussi, parallèlement, été au Canada. J'étais avec une copine, on faisait le tour du Brésil, Tu étais un ovni. Voilà, oui, voilà. Donc, c'est assez logique si j'y pense. Bon, donc voilà, la notoriété est montée jusqu'à ce qu'elle me lasse, soyons honnêtes, et moi, je suis très clair là-dessus. J'ai dit, moi, je le fais à la ménagerie quand on veut. Pour le reste, je vais être payé. Je vois pas pourquoi. J'étais très mal payé. Hein. On est très mal payé en tant que veto. Nous étions pas payés en tant que veto, nous. On était payés comme assistants. Et ensuite, maître de conf, on n'a jamais eu des salaires. Donc, j'ai dit aux médias, à mon étonnement, ils ont accepté, hein, je dois dire. Et j'ai même été appelé à cette époque, un peu de temps après, par les grosses têtes. Mais j'ai toujours été appelé par Bouvard, qui voulait absolument m'avoir dans les grosses têtes. Donc, imaginez, moi, alors, élevé à Versailles, qui comprend pas la moindre contrepétrie, qui suis paradoxalement, alors que j'ai été élevé naturiste d'une pudibonderie extrême, je ne comprenais aucune des plaisanteries, ce qui donnait un cachet, si je puis dire. J'étais avec la grande bande Sim, Kersozon, Carlos, enfin tous les Bouvard était charmant, absolument charmant. Il est toujours là, il est revenu, on s'est perdu là, mais je l'ai vu il y a 2-3 ans encore. Bon, il est comme moi, il a vieilli. Et donc j'ai fait les délices des grosses têtes. Par mon innocence, j'allais dire, je ne comprenais pas la moitié des choses. Par contre, ça lui permettait de parler des animaux, etc., etc. Mais c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que les médias, cette exposition médiatique, elle t'a permis de faire avancer la cause qui te tenait à cœur sur le plus de bien-être animal dans les parcs zoologiques? Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est plus compliqué que ça. On a toujours été attaqués, nous, les parcs zoologiques. On était habitués. Nous, on a eu des pancartes, on a eu des sit-ins contre, ce que je trouve normal parce qu'il faut faire évoluer. C'est une folie que de ne pas vouloir les zoos. Je suis comme tout le monde, je n'aime pas les zoos. Mais le travail qui a été fait en zoo, c'est énorme, énorme. Donc, faut pas réprouver ça. Mais il n'en reste pas moins que, à travers ces animaux, oui, ça a montré, surtout moi, il y a une chose, la seule chose qui m'a jamais intéressé, en fait, j'ai oublié de dire, entre-temps, j'avais fait un DEA d'éthologie, une maîtrise de physiologie des régulations, j'ai fait une thèse, des diplômes, j'ai fait énormément en éthologie. Le comportement animal m'avait toujours intéressé. J'en avais vu dans la nature, beaucoup trop succinctement, mais je lisais beaucoup, je voyais la façon dont ils réagissaient en zoo, il y avait pas beaucoup encore, mais une équipe qui travaillait là-dessus. Donc, je pouvais donner des anecdotes. Et comme par ailleurs, j'avais des chats, des chiens par habitude, hein, je voyais bien, je expliquais aux gens par rapport aux loups, par rapport à tout ça. Ça a permis de relier les animaux domestiques et tout. Les animaux d'élevage m'ont échappé parce que j'avais pas été terrible et puis que surtout c'était un monde autre. Hein. Mais ça a fait quand même un bien-être animal indiscutablement, mais petit. Parce que moi j'aime pas le terme de bien-être, vous savez, maintenant on est dans cette situation de bien-être, bienveillance, ça veut pas dire grand-chose. Il faut surtout comprendre, à mon avis, que l'animal est un individu à part entière, qu'il a un passé génétique, mais qu'il a une forme. Alors j'ai écrit un livre sur les 5 sens, j'ai écrit 10 livres aussi, mais sur les 5 sens, il ne voit pas, il n'appréhende pas le monde comme nous. Et il faut toujours se mettre, ça je l'expliquais beaucoup, à la place de son animal et comprendre à quel point le monde peut lui être hostile pour telle ou telle raison. La bienveillance, c'est pas nous les hommes qui allons apporter une bienveillance, c'est que l'animal se sente bien dans sa façon d'être, de voir le monde. Et pour ça, il faut apprendre comment il voit le monde. Moi, j'ai écrit des bouquins en ce sens pour ça, parce que quelqu'un comme moi qui est déjà malentendant, je sais ce que c'est de ne pas entendre comme tout le monde. Alors j'imagine un chat ou un chien qui ont au contraire une audition bien supérieure, les trucs. Bon, moi la façon, le toucher, toutes ces choses que nous avons perdues, j'expliquais comment
c'est fondamental chez nous. Comment on a perdu les bébés. J'expliquais comment Nanette prenait ses bébés. Moi, c'est le premier bébé. On l'avait pas vu, entre nous salut, puis ça porte mieux que nous. Elle était là, elle le prenait, elle l'embrassait, elle le câlinait, elle le tenait partout. J'étais émerveillée. J'ai pensé à nos enfants qu'on nous attrape. Bon, d'accord, on nous les met sur le ventre, mais on les a déjà nettoyés, ils ont crié, etc., etc. Donc, je pense que c'est plus une autre façon de voir l'animal que j'ai un peu amené. Hein, je suis pas la seule. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de comédiens. Bon, entre-temps, on va revenir. J'ai divorcé dans les années 80. Et j'ai vécu avec un acteur scénariste, mort actuellement, qui était plus vieux que moi. Et j'ai, par hasard, connu des comédiens. Et je me suis rendu compte qu'ils me connaissaient avant. Et parce que je parlais, vous savez, quand vous êtes acteur, vous devez vous mettre dans la peau de l'autre. Or, moi, j'expliquais, il faut se mettre dans la peau de l'animal. Et votre peau, ça n'a aucun rapport avec lui. Absolument aucun rapport. Et c'est très difficile. Ça semble plus évident maintenant, mais à cette époque, ça c'était l'était complètement pas, fou. Mais j'ai lu une interview de toi où tu te dis c'est difficile le regard d'un grand singe. En quoi tu voyais finalement que l'animal enfin notamment les grands singes qui te faisaient passer un certain nombre d'émotions de la manière dont eux appréhendaient leur environnement. Là, c'est autre chose. C'est une profonde culpabilité que j'ai vis-à-vis de nos grands singes au jardin des plantes, même de beaucoup de grands singes. C'est très terrible à discuter. Les grands singes sont vraiment extraordinairement proches de nous, à beaucoup de points de vue. Les sens sont voisins. Bon, alors, il faut, je vais pas faire un cours, on en aurait pour 1 heure, hein. Mais on a le temps. Il y a 4 sortes de grands singes, hein. Bon, nous, on a tendance à vouloir être bonobos, soyons clairs, là. Ceux qui font l'amour pour tout, pour rien, ça serait bien entre nous soit dit, hein, entre filles, parce que ce sont les filles qui dominent. C'est rare chez les singes, c'est hein. rare, oui. Et elles sont de la même taille, d'ailleurs, et elles s'offrent à tous. Et de ce fait, c'est elle qui mène le monde, qui n'en est pas plus mal, d'ailleurs. C'est en fait une population de chimpanzés qui a été isolée au cœur du Congo, qui de ce fait a trouvé ce moyen pacifique de résister. Sinon, ils auraient disparu. C'est une toute petite colonie, quelques milliers. Hein. Mais c'est très étonnant. Moi, j'en ai vu, pas en nature, hélas, mais en zoo, ça bricole en continu. Hein. Ça n'arrête pas. Alors, c'est Kama Sutra 24 heures sur 24. Hein. Vous avez les chimpanzés qui sont, plutôt que nous, qui sont des grands groupes multifemelles qui peuvent s'interpénétrer avec une énorme agressivité entre mondes et une hiérarchie femelle et mâle et une dominance tout le temps mouvante avec beaucoup d'agressivité, de vocalises, de mimiques. Moi, peut-être parce que j'entends pas bien et aussi parce que j'ai toujours été installé, j'aime beaucoup le langage gestuel des gens. C'est pour ça que je déteste tellement les machines qui peuvent rien m'apporter. Mais je regarde la gestuelle. Il m'arrive souvent de regarder la télé, surtout les hommes politiques, sans les paroles. C'est extraordinaire. Mais d'ailleurs, tu parles avec les mains. Je le dis à nos auditeurs. Tu parles avec les mains. Je casse le micro, mais oui, c'est ça. je suis quelqu'un qui a besoin, puis j'ai besoin d'appréhender les choses, moi, terriblement. Comme les grands singes, j'ai beaucoup vécu avec eux, certes, mais j'ai toujours fait ça, puisque moi, quand je vivais avec ma mère, on attrapait des serpents, on attrapait j'ai élevé tellement de pauvres bestioles, j'en ai honte maintenant, je les ramenais de partout, les oiseaux qui n'aiment pas tellement être touchés, je les avais même habitués à ça, j'étreignais tout, donc j'ai besoin des mains, ça m'est nécessaire. Pourtant, je vois bien. J'ai des défauts, mais je vois bien. Mais donc, voilà, je crois que j'apporte ça. Et donc, le regard des grands singes, très souvent, ils se sont parlé à travers le regard. Et alors, moi, par contre, je suis culpabilisé parce que certains de mes grands singes, je n'en ai pas parlé. Quand je suis arrivé à la ménagerie, il y avait des gorilles. Il y était des gorilles du docteur Schweitzer. Ça, tu ne dois pas connaître. Non. Il est minuit, docteur Schweitzer. C'était un docteur qui était je ne sais plus où, en Afrique, je ne sais plus quel pays, je dirais des bêtises, et qu'on a comme Cousteau, comme Paul-Émile Victor, c'était les grands héros de mon enfance. Médecin, moi, je suis pas fan des médecins. Pardon mon gendre qui est médecin, que j'aime beaucoup, hein, s'il m'entend. Mais le docteur Schweitzer était le héros africain et tout. Et il élevait des bébés gorilles. Ça l'avait amusé, un peu pour s'en amuser, sans justement prendre conscience, car les médecins sont assez loin du monde animal, hélas. Et on ne travaille jamais avec les médecins. Ça me met dans des colères, moi. Bon,
on a réussi nous un peu à travailler, mais c'est très difficile parce que les médecins sont réticents à travailler avec les vétérinaires. À mon avis, ils ont peur de nos connaissances. Voilà, c'est mon avis. Il y a une petite question d'ego aussi, je pense. Voilà, peut-être, peut-être. Alors qu'on aurait beaucoup à apprendre d'eux, mais ils auraient beaucoup à apprendre de nous. Tout à fait. Et donc, je reviens à cela, et j'avais ces gorilles, j'en ai hérité. Ils étaient déjà adultes, et il les avait donc élevés, ramenés à Paris. À Paris, ils avaient dévasté son appartement. Bah oui, forcément. Des gorilles. Bah oui, des gorilles, oui. Et bien entendu, il a pas pu les supporter, et il les a donnés à la ménagerie. Et moi, quand je suis arrivé, ils étaient adultes. Complètement. Alors, on n'a pas parlé encore de ce singe-là. Les gorilles, eux, sont intériorisés. C'est un harem, un mâle, 3-4 femelles, pacifiques. Je suis monté, moi, les voir au Rwanda. C'est extrêmement impressionnant. Ils sont là assis, ils mangent eux aussi. Ils n'ont pas de chance, c'est comme les pandas. Ils bouffent toute la journée, mais des peaux. Ils pétirotent. Eux, ils chuent un peu moins souvent, mais bon, c'est très tendre, mais là, bon, c'est la bouffe, hein. Et le mâle saute une femelle une fois tous les 3 ans, parce qu'il faut bien quand même se reproduire, mais il n'est pas préoccupé de la chose. Donc ces 2 gorilles avaient un regard fuyant. Parce qu'en fait, ils étaient psychotiques d'avoir été comme Bien ça, sûr. élevés par les humains, mis en cage, dans un milieu qui était encore rural. Mes soigneurs étaient ruraux à cette époque, quand moi je suis arrivé, je les ai peu connus. Heureusement, justement, Gérard Dousseau, dont j'ai parlé et tout, on a eu une meilleure approche de ces gorilles. On a essayé de s'en rapprocher un peu, mais ils étaient adultes. C'est un des souvenirs les plus affreux de ma vie. Un jour, ils s'automutilaient, un d'entre eux, et on a décidé, j'ai fait un vote à la ménagerie, on l'a euthanasié. Il était vieux déjà. On s'est dit, on ne peut pas l'emmener dans un autre zoo, ça va être pire. C'est plus une vie. Il était dans un état psychique très délabré, quoi. Plus que, il était, complètement psychotique, entièrement enfermé en lui-même. On pouvait plus croiser son regard. Il passait toute la journée à s'automutiler. On a décidé, ça a été très très dur. On était adultes, on l'a fait à 2. Il avait une trentaine d'années, donc je me souviens, ça peut vivre, parce que ça vit 30 ans, en fait. Pour nous, à cette époque, on pensait qu'il en avait 20 ans. Il avait 18-20 ans. J'en ai gardé, on a des échecs, dans la vie. Bien c'est un sûr. de mes échecs, tout en n'étant pas un échec. Je pouvais rien, Alors j'ai eu des échecs de diagnostic comme tout le monde. Mais ça m'est resté. Donc le regard, voilà. Et à l'inverse, j'ai vu arriver le nénette. Alors, orang-outan, arboricole, sa vie, c'est le seul singe d'Asie, rouquin, sa vie à des hauteurs, tout à fait solitaires, ça me convenait. Et on a eu des rapports. Vraiment, elle a fait un transfert au départ avec moi, puis après avec Gérard et tout. Et donc, elle avait un vrai regard, Nénette. Et là, ce sont des animaux qui communiquent peu, parce qu'ils sont solitaires. Mais d'un cil, je savais ce qu'il en était. Je le voyais ce qui se passait, elle se perchait en hauteur. Je savais de quelle humeur elle était et tout ça. C'est pas grimaçant comme les chimpanzés et tout. Leur regard est énorme. Maintenant, si vous prêtez attention, moi j'ai des chats, des chiens, le regard, même des chats qu'on prétend, parce que moi j'adore les chats, on prétend qu'ils sont impassibles, c'est pas vrai. Ils ont des regards. Moi je considère que nous avons perdu, notre premier sens, qui est le regard. On a également perdu le toucher, c'est dramatique d'ailleurs, je sais pas ce qu'il nous reste. J'ai toujours pensé personnellement que le cerveau, c'est fait pour agir, c'est pas fait pour réfléchir. C'est fait pour avoir immédiatement une impression et avoir une action derrière. Le drame des gens, maintenant, c'est qu'on réfléchit. Et alors, les machines réfléchissent à notre place. Là, ça atteint des sommets d'incompréhension pour moi. Ça, je peux vous dire. Mais... Je me dis, mais comment je peux être esclave d'un truc qui ne me regarde même pas, qui me donne des ordres, plus vraiment, qui rétive à toute action que je veux lui faire parce que je comprends pas Oui, tout. je comprends. Voilà. Donc. Mais je comprends ce que tu dis sur le regard des grands singes. Moi, j'ai fait, il y a un paquet d'années de ça à Londres, au Muséum d'Histoire Naturelle, une exposition où ils avaient mis des grands panneaux avec juste des portraits de grands singes qui étaient mis en lumière, etc. Et je me souviens d'être restée, mais complètement submergée par tous ces grands singes et tous ces regards. Donc j'imagine bien que quand on le voit en vrai, ça doit être vraiment spectaculaire. Les peintres, quand t'as des grands peintres, ils le voient. Et surtout, tu t'aperçois que ce sont des individus à part entière. Nous, parce que les gens confondent gorille, orang-outan, ils se mettent devant les orang-outans, ils disent, les beaux gorilles. Mais nous, c'est affreux. Moi, c'est un orang-outan n'est pas un autre, etc., etc. Donc, faut imaginer
tout ce qu'on a vécu, c'est des personnes à part entière. Et est-ce que tu peux nous parler de leur intelligence? Faudrait 2 heures, leur intelligence. Elle est, comment dirais-je? Elle revient dans le fond à ce que je souhaite. Moi, il y a l'action avant. Il y a peu de réflexion chez les chimpanzés. Pourtant, nous devrions de ça. Il y a beaucoup plus d'action. Je sais pas comment définir ça. Bon, ils sont sociaux, donc ils vont apprendre les uns les autres. Ils vont se servir d'outils. Ils vont faire énormément ils vont observer, utiliser leurs mains. Ils ont un langage personnel, communiquer entre eux, fabriquer beaucoup de choses. Ils sont habiles. Ils s'arrêtent à 4-5 ans, si on peut dire, parce qu'on le dit toujours. Le frein, c'est la conscience de soi. Ils ne se reconnaissent pas dans un miroir. Alors, ce qui est pas vrai, puisque on en a endormi, ça, c'est une vieille théorie. On a mis une tache sur leur visage, sur le front. On les a remis devant le miroir et ils se sont frottés. Donc ils se reconnaissent. Mais entre connaître l'enveloppe corporelle et l'intériorité, c'est toute la différence. C'est à cet endroit-là que c'est différent. Mais ils sont 1000 fois plus intelligents si c'est une notion de survie, car ils survivent dans tous les milieux. Vous savez que les singes maintenant envahissent par les villes et sont beaucoup plus habiles, même les petits singes. Les langourdes, tous les singes dans en Inde maintenant attaquent les vieilles mamies pour piquer leur cabas. C'est un fléau maintenant presque. Ils s'adaptent énormément. Nous sommes de plus en plus inadaptés si on n'a pas notre microphone et tout. C'est ça. Qu'est-ce que l'intelligence, hein? Je pense qu'on va aller trop loin après. Voilà. Ça, c'était pour montrer l'intelligence des chimpanzés. Gorilles ont toujours été considérés comme cons. Ce qui est totalement faux. Ce sont de grands émotifs. C'est l'intelligence émotionnelle. Ils ont pas beaucoup de conflits, ils sont très gros. Ils vivent donc en haut des montagnes pour beaucoup. Et les gorilles de plaine dans des forêts très lointaines, très fermées, en petits groupes. Ils n'ont pas besoin d'être plus habiles que ça. Ils ont la force. La force est avec eux. Les bonobos, on ne reviendra pas à leur intelligence par où elle passe. Mais les orang-outans, mais je suis pas objectivement, je ne suis pas objective, plus exactement. Les orang-outans, eux, me sont parus toujours plus intelligents parce qu'ils ont un début de ce que pourtant je réprouve, la réflexion. Mais ils ont la réflexion minimale. Je vais te donner un exemple. J'ai élevé pendant un moment avec moi un bébé chimpanzé, un bébé orang-outan. À la ménagerie, bon, tout est toujours cassé. On avait un tuyau d'arrosage qui fuyait. Ils ont regardé ça tous les deux. Le chimpanzé s'est énervé, a tapé là-dessus, a essayé de s'asseoir dessus. Il y avait de l'eau partout, il s'en est mis partout et tout. Et le chimpanzé est resté, l'orang-outan, pardon, est resté à regarder. Et un soigneur, je me souviens qu'il les aimait pas tellement, m'a dit toujours aussi con, vos orang-outans. Et j'ai attendu un moment, l'orang-outan s'est approché du tuyau et il a mis le doigt là où ça fuyait. C'est toute la différence. Moi, quand Nénette, une fois, elle a vu que j'avais oublié un collier, elle a regardé ailleurs, elle m'avait vu que j'enlevais tout et tout. À droite, à gauche, elle est venue gentiment et tout, et d'un seul coup, elle a arraché le collier alors qu'elle n'a pas eu un regard. Et elle se l'est mis. Bon, alors, tout s'est écroulé, je me suis fait engueuler par tout le monde parce que c'était dangereux qu'elle pouvait l'avaler, etc., etc. Voilà. C'est vraiment que, c'est très difficile parce que c'est un peu comme les enfants. Faudrait leur faire presque des cuits. Ils peignent, Nénette peint, mais elle ne peut pas faire un visage. Un grand singe ne passe pas ça. C'est là la conscience de soi. Un enfant, à un moment, il va mettre 2 yeux. Très vite, d'ailleurs, un enfant. Oui. Pas si vite que ça, c'est long. Parce qu'on lui apprend. Eux, on leur apprend pas. C'est vrai. Nénette ne peut pas mettre les yeux, la tête. Et pourtant, elle pourrait se reconnaître dans le miroir. Les orang-outans moins, que les chimpanzés. Or, ils ne sont pas plus bêtes. C'est difficile de définir l'intelligence. Bien sûr. Elle est toujours en vie, Nénette. Oui, elle est toujours en vie. C'est sans doute un des plus vieux orang-outans du monde. On a fêté ses 50 ans il y a 2-3 ans, tant que je me souvienne. Et à mon avis, on l'avait un peu sous-estimée. On connaissait mal quand elle est arrivée. J'avais aucune idée. Elle doit avoir 55, 56 ans, ce qui est un âge canonique pour
Alors, on a vu apparaître la ménopause chez les grands singes. Ce qu'on ne savait pas. Bien sûr, bah oui, parce évidemment. Il y en avait pas, puisqu'ils mouraient avant. Tout à fait. Elle vit toujours avec un nouveau groupe. Elle a eu 3 mâles, elle a eu 3 enfants. Maintenant, elle est avec un nouveau groupe, des nouveaux soigneurs, mais des soigneurs exceptionnels. Christelle, qui est maintenant chef soigneuse, parce qu'on a, entre-temps, je vous avais expliqué la ménagerie, où il y avait que des mecs. Maintenant, c'est une majorité de filles aussi. Femmes. Moi, j'ai commencé à faire rentrer beaucoup de filles. Et en plus, elles sont rentrées par goût et par appétence. Et elle va très bien encore. C'est voilà. marrant. On a l'histoire de Nénette. Ouais, nos auditeurs peuvent aller la voir, du coup, à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et là, il paraît qu'on va enfin refaire les volières. Bon, j'ai dit à Aude, écoute, je le souhaite. Moi, ça fait 50 ans que j'attends ça. Bah oui. Alors, on nous le promet toujours, je trouve que c'est un zoo d'État, je trouve que l'État ne joue pas son rôle. C'est un lieu merveilleux. Le problème de la France, c'est qu'on aime la culture. Or, moi, Dieu sait que j'aime la culture, je connais tous les musées par cœur. Mais la culture, il y a aussi la nature. Or, j'ai constaté à mon étonnement que dans beaucoup de boutiques de musées, maintenant, on met de la nature. C'est nouveau. Il y a des livres de nature de plus en plus. Est-ce qu'un jour on se rendra compte que quelqu'un comme le Jardin des Plantes, le Muséum, qui est un lieu culturel, pourrait avoir aussi droit à des subsides et avoir, quand on voit ces magnifiques musées qu'on a à Paris, je suis toujours horrifiée qu'on laisse le Muséum et particulièrement la ménagerie, je peux le dire parce que je suis parce que je n'ai plus de droit de réserve dans cet état. C'est vraiment regrettable. Et le public en souffre, mais les gens qui travaillent en souffrent, et ce sont des gens qui travaillent formidablement, parce qu'on y va en général par passion, car on est toujours. Puis ça plaide pas la cause des zoos aussi, hein. Voilà. Le fait que ce soit pas en bon état. Je dois reconnaître à Beauval, qui a énormément progressé avec nous. Tout le monde sait que nous avons ces difficultés tactiques, parce que si on reprend ma carrière, moi après Veto, j'ai eu le malheur, et je dis bien le malheur, de passer directeur. D'abord, faux directeur, puis j'ai même été nommé officiellement directeur, ce qui me permet d'être inscrit sur quelque part sans doute. Directrice, du coup. Directrice. Maintenant qu'on féminise. Je suis pas obsédée de ça. J'étais habitué, tout était masculin. J'ai toujours eu, ça m'a jamais gêné, moi. Bon, à part peut-être pour mon frère que avec qui, bon, il est mort maintenant, donc je pardonne tout. Bon, il me donne là, nanana et tout. Bon. Mais voilà, oui, directrice, exactement. Alors directrice pour moi, c'est la directrice d'école qui me tapait Marie-Claude, parce qu'à cette époque-là, on appelait la directrice pour nous taper sur les doigts. Alors j'aime pas tellement comme autrice. On m'a dit, vous êtes autrice. Autrice. Sur le coup, je me suis dit, je suis autiste. Moi, toujours les oreilles, je dis, tellement autiste. Bon. Donc voilà. Et donc quand je suis arrivée directrice, j'ai été horrifiée. Absolument horrifiée. Je suis sortie du monde. J'étais dans des papiers. Dans les montagnes administratives, en fait. Autant nous n'avons pas bougé dans le quotidien, autant nous avons accumulé de façon exponentielle des papiers partout. J'ai été impressionnée. Je suis restée 3 ans, puis après, officiellement directrice, je faisais fonction de directeur bien avant, et puis on nous a mis dans un grand département, parce que la mode, comme c'est une université, un grand département de je ne sais plus quoi, de la conservation des espèces animales, et puis ensuite on a été, maintenant je crois qu'on est allié à la Sorbonne, parce que on explique qu'il faut des petites équipes et on centralise, c'est la France, hein, ça c'est classique. Et je dois dire qu'au bout de 3 ans, j'ai démissionné. On m'a dit, mais vous vous rendez compte? J'ai dit, je me rends compte d'une chose. Je suis directrice, je fais que des papiers, j'ai pas un sou de plus, car j'ai jamais été payé plus, moi. J'ai une responsabilité énorme, je ne fais que des choses qui ne m'intéressent pas, pourquoi voulez-vous que je reste? Donc oui, je m'en vais, je suis professeur, donc je redeviens professeur, et si ça ne vous plaît pas, je vais partir dans un autre labo, donc j'ai demandé à partir dans un autre labo. Finalement, il a été convenu que, entre-temps, ma médiatisation était telle, parce qu'entre-temps, j'étais partie également faire des émissions pour la 5, mais qui passe encore. Je suis partie faire un tour du monde de vétérinaire avec une boîte de prod. J'ai arrêté dans les années, ça devait être en 92. Dactari, quoi. Voilà, Dactari, mais un vrai Dactari. C'est-à-dire que c'était une production de Frédéric Lepage. Ça s'appelait Tant qu'il y aura des bêtes.
Ça passait, et la 5, l'ancienne 5 a fermé, c'était pour elle, c'est passé un moment sur Canal J, puis malheureusement, ça s'arrêtait à cause de ça. Ma gloire, etc. Ça passe encore à l'étranger de temps en temps. Il m'arrive fréquemment, entre autres en Afrique, même qu'on me reconnaisse. C'est marrant, ça. La dernière fois, ça fait chic, j'étais au Botswana, au plein cœur de la brousse, parce qu'on voulait voir un rhinocéros, ils sont gardés avec des fusils, et les gardes se sont mis autour de moi. Et je me suis dit, ils font des photos pour les touristes, donc j'ai rien dit. Puis, ils sont partis après. Et je dis à ma copine Karine, vétérinaire aussi, Karine Alves, une formidable vétérinaire, je lui dis, mais pourquoi ils m'ont photographié? Elle me dit, je crois qu'on a dit hier que tu faisais de la télé, ils ont dû te trouver sur Internet. Voilà, donc mais même dans la rue, ça m'arrive encore dans la rue en Afrique ou même en France. Et donc j'ai fait cette série, j'étais en Australie, extraordinaire. J'ai eu des koalas dans les bras avec des vieilles mémés qui sauvaient des koalas, on faisait des bouillies d'eucalyptus, on fleurait l'eucalyptus. Tout en anglais, je comprenais pas un mot. J'avais un mec qui m'avait des pancartes, j'annonnais l'anglais. Et heureusement, le fait que j'ai appris à communiquer avec les gens, je comprenais en gros, je connaissais le scénario. Donc je répondais en français, on me traduisait derrière. J'ai été au Guatemala, au Kenya, j'ai réintroduit 23 chimpanzés au Congo. Enfin, j'ai fait un an d'un truc fabuleux. J'allais d'une équipe à l'autre et tout, c'est passé. Donc ça, le peu de temps que ça a passé, ça a eu un gros succès. J'ai travaillé pour Ushuaïa aussi, avec Hulot. J'ai été en Indonésie avec lui. Et puis, je suis reparti pour les pandas. Là, il n'y a pas tellement longtemps, le deuxième panda de Beauval. D'accord. Je faisais à ce moment-là une de mes grandes émissions aussi avec Sophie Davant. C'est au programme. J'ai fait 10 ans, c'est au programme, ce qui fait que je suis toujours reconnue. J'ai beaucoup aimé, j'ai énormément appris avec eux, c'était du direct. Fallait des chroniques extrêmement courtes, concises, que je travaillais. Moi, ça m'a permis de travailler, de facilement parler. J'ai tendance à... Parce que c'est stressant quand même, le direct. Ah, c'est terriblement stressant. J'ai passé ma vie stressée, mais j'étais stressée de tous les côtés. De toute façon, j'étais stressée par les enfants. J'étais stressée parce que c'est un métier stressant, veto. Et veto de zoo encore plus. Après, alors quand je gérais le personnel, l'administration, les budgets, avec des administratifs, ça partait au ministère, ça revenait pas. Entre-temps, on prévoyait comment dirais-je, une cage de chimpanzés. Bon, ça nous revenait 6 ans après, on avait mis des Ouistiti. Donc, pour vous montrer, quoi. Un Ouistiti, ça fait 5 centimètres, hein. Bon, je plaisante, mais à peine. Ce sont des stress permanents, mais j'ai appris à gérer. Moi, je me disais toujours, tu agis, tu ne t'inquiètes pas, tu agis. J'avais gardé cette fonction. Oui, tu stresses, mais le stress, c'est bon. C'est bon du moment que tu le gères. Faut pas se laisser dépasser. Donc, j'ai réussi à survivre comme ça. Alors, c'est chronique, oui. J'ai stressé en continu. Surtout que, je déteste être maquillée. Je n'aime pas être dans l'ombre. Et alors, ils ont fini par comprendre. Ils ont voulu que j'amène des animaux. Ouais. Bon, j'ai dit non, je refuse d'amener des animaux. J'en ai amené quelques fois, dont mon pauvre chat, qui m'en tient rigueur encore. Il a 20 ans. Hein, il me l'a jamais pardonné. Mais j'ai amené une fois ou deux. Mais après, ils ont été d'accord. On a fait ils ont été très corrects. Hein. On a fait des reportages. Mais vous êtes là et alors en plus, vous êtes plein faux caméra pendant que les autres chroniqueurs parlent. Alors il y a la beauté, la cuisine, le truc, et vous pendant ce temps-là, vous êtes obligé d'écouter ce que disent les autres tout en faisant votre chronique. On vous fait le top, on vous fait signe de couper. Pour ça que je parle avec les mains aussi. Voilà, on me fait signe d'approcher le micro comme vous. On me fait signe. Une fois, j'ai emmené un chien. Un copain me dit, mais il est très gentil. Évidemment, le chien s'affole. Comme on nous perche toujours sur de très grands tabourets pour qu'on soit bien dressé, vous savez, à la télé, quand on va ici, là, faut que je m'avachisse pour être pas du micro. Tu peux remonter le micro, hein. Je peux le monter, mais c'est trop tard maintenant. Tu peux le remonter. Trop tard. Maintenant, je suis parti à Vachy, je reste à Vachy, dans le fond, j'aime mieux pour mon dos. Et on est donc toujours au perché. Le chien s'en va, je la laisse, hop, je disparais. Je remonte, Sophie qui n'avait rien vu. Marie-Claude, alors ce chien magnifique, pour reprendre tout de suite, sans rire ni rien. Non, j'ai quand même, et là aussi, il y a une équipe. Moi, j'aime quand il y a des équipes. De même que je sais qu'on avait des fois des dissensions dans l'équipe télé,
dans l'équipe ménagerie et tout. Mais quand on doit sauver un animal, quand on doit faire une émission, on ne peut pas déroger. On est en équipe, quitte à s'engueuler et tout. Mais malgré tout, il reste un esprit d'équipe qui a, pareil, j'ai arrêté cette émission-là de mon plein gré à un moment parce qu'on a commencé à la formater. D'accord. Fallait tant de temps, fallait exagérer. Attention, mesdames, messieurs, on voulait que je fasse du chat et du chien. Je vais vous présenter la meilleure des litières que vous ayez jamais connue. Je sais le faire, hein. J'ai dit non, ça m'intéresse plus. C'était pas toi, ouais. Voilà, je gagnais pas assez. Moi, toujours, je me disais, je fais des calculs, je préfère faire un bouquin. Voilà, j'ai fait beaucoup de télévision. J'ai toujours été vraiment bien reçu partout. Je peux pas dire que j'ai aimé, mais je l'ai fait, voilà. J'ai eu la chance parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes confrères me disent comment t'as fait, mais moi on m'a toujours appelé, donc j'avais pas de problème. J'ai eu cette chance. Après, on a expliqué pourquoi j'avais démarré, et ensuite après. Automatiquement, ça suit. Quand vous avez un bon client, alors je passais de France Culture, où on parlait très bien, comme ça, on avait des pensées profondes, fallait prendre le ton. Bon, il y a un très beau podcast que j'ai écouté de LSD de France Culture, qui est un podcast dont un épisode c'est sur toi, qui est intéressant. Ouais. Je dois dire, je suis vilaine parce que c'est l'ancienne France Culture. Ah, je suis vilaine. Ils ont évolué depuis. Ils font des choses beaucoup plus vivantes. C'est peut-être celle que tu as connue. Mais moi, j'ai démarré des France Culture avec des philosophes très graves. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. On hochait la tête à chaque fois et je me disais, mais qu'est-ce que je veux pouvoir dire là-dessus? Bon, et on m'appelait en me disant, dis donc, finalement, les grosses têtes, ça a changé, il faut que tu passes cet après-midi. J'ai fait des chroniques à RMC sur les animaux, à toute vitesse, où il fallait respirer et tout, les enchaîner les unes après les autres, qui étaient diffusées après. J'ai tout fait. Oui, je crois que j'ai tout fait. Et évidemment, comme j'ai tout fait, on m'appelait, parce que. Bien sûr. Quand vous connaissez bien le boulot, on se dit, on prend un bombshell, elle sait le faire. Ouais. Voilà comment je suis devenue médiatique. Et est-ce que on t'a accusé de favoriser le syndrome d'Actari là qu'on appelle chez les étudiants vétérinaires, c'est-à-dire comme t'étais médiatisé, de faire en sorte que les jeunes vétérinaires qui rentraient à l'école avaient tous envie de faire des animaux exotiques? Je ne sais pas, on m'a dit que j'avais fait deux choses, que j'avais d'actariser la profession vétérinaire et amener des filles en véto. Je crois pas que ce soit aussi simple, mais j'ai probablement influencé beaucoup plus de gens que je crois, parce qu'on me l'a dit souvent. Hélène Villaroyas, qui est une de mes amies que j'ai interviewée pour Veto Micro, elle dit que effectivement tu as fait partie de son envie d'être vétérinaire. Hein. Voilà, j'ai vu beaucoup et il m'est arrivé de faire souvent des émissions, France Inter, des trucs, des dialogues avec les auditeurs ou des gens. Et après, les réseaux sociaux sont arrivés où on me disait, grâce à elle, je suis devenue vétérinaire. Moi, j'ai pas réussi à être vétérinaire, mais je suis restée parce que j'expliquais que si on n'était pas véto, on pouvait être véto, comment on pouvait travailler. Tout le monde dit, on veut partir en Afrique. Bon, je leur ai dit, attendez, c'était une autre époque. Maintenant, c'est aux Africains de le faire. Et vous devez savoir que vous êtes derrière les Africains. J'ai également été présidente de Jane Goodall. Jane Goodall, je sais pas si tu vois, c'est elle. Oh là, ça c'est pas bien. Il y a eu Diane Fossey, que tout le monde connaît parce que. Très bien. Oui, mais c'est ça qui est triste, c'est parce qu'elle est morte. En fait, il y a eu ce qu'on appelle les anges de Leakey. Leakey est un paléontologue. Il a décidé d'envoyer des femmes parmi les grands singes en nature. Dans les années 60. Oui, c'est vrai que c'est vraiment, même moi, je la connaissais en tant qu'héroïne de l'avoir vue. Elle doit avoir 86, 87 ans, ma Jane, elle vit toujours. Et il a envoyé Diane Fossey au qui est connue à cause de la fin tragique, bien sûr. Parce que la fin tragique, parce qu'elle était, un des soigneurs de la ménagerie avait vécu avec elle, elle s'était transformée en gorille, mais en gorille agressif. Mais on lui a tué des gorilles, etc. Bon, je sais pas, on peut partir sur ça. Et il y avait Jane Goodall qui est partie, et c'est très courageux, chez les chimpanzés. Et ça, c'est très difficile parce que les chimpanzés, comme je l'ai expliqué, sont extrêmement agressifs. Et elle a fait les premières recherches, elle les a individualisées, mais elle est anglaise. Alors, pour moi, c'est une grosse difficulté. Heureusement, elle parle en anglais extrêmement bien. Et elle a beaucoup travaillé avec les États-Unis qui ont, eux, tout de suite compris qu'une femme, ils ont fait une National Geographic, etc., etc. Eux ont tout de suite eu le sens de la communication. La France a mis du temps.
à comprendre. Il n'y avait pas de française. Et la troisième est partie pour les orang-outans, Birute Galdikas. Elle a eu moins de succès parce que l'Indonésie, c'est difficile d'accès et tout. Et Jane Goodall est sortie. Elle était, et elle l'est d'ailleurs, même à son âge, très, très, très belle. Longiligne, blonde, parfaite, yeux bleus, parfaite, anglaise, typique et tout. Donc, elle a eu un énorme succès aux États-Unis. Elle a créé son institut, l'Institut Jane Goodall, qui marche. Il y en a un en France actuellement. Il y a une antenne. Et moi, j'ai dirigé l'antenne. J'ai rencontré plusieurs fois Jane Goodall. Le seul reproche que je lui fais, c'est de parler anglais. Mais bon, pour une anglaise, c'est assez normal. Et comme toujours les Anglais, comme tout le monde parle anglais, à part moi, ils parlent pas français. Donc j'ai fait ça et j'ai eu beaucoup de jeunes aussi qui à travers Jane Goodall, eux avaient suivi parce qu'ils étaient passionnés de grands singes, m'ont dit on a voulu faire ça, on est parti pour les grands singes à cause de toi et tout. Voilà, des vocations. Des vocations. Tant mieux parce que moi il y avait pas de vocation de fille. Moi ma vocation c'était d'être en contre. Car dans le fond quand tu me demandes qu'est-ce qui t'anime, d'être en contre. Tu veux dire tu t'es construit en opposition. En opposition. Ouais. Il faut se construire en opposition assez systématiquement et toujours aller. Moi, je vis à l'instinct beaucoup plus et à l'émotion. Je ne. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal dans ce monde parce que nous allons être automatisés automatiquement. Moi, ça m'énerve que mon téléphone, par exemple, je peux pas regarder sur le téléphone. S'il me dit d'aller à droite ou à gauche, ça me met hors de moi. Le GPS dans la voiture, je lui dis, m'emmerde pas, je le ferme. Il me dit, va à droite. D'abord, je connais pas ma droite de ma gauche, mais je ne le supporte pas. Je vais regarder ma carte, je me dis, cette direction, j'ai pas de raison. Attends, je le prends parce que je finis à Pétaouchla. Mais ces voix comme ça, peut-être parce que j'ai vu des films futuristes que vous n'avez pas vu, je sais plus comment ça s'appelait, c'est pas Robocop, j'ai pas vu. Il y a eu Le Soleil Vert aussi en écologie que vous avez pas dû voir, qui montrait les changements climatiques. Que moi j'ai travaillé avec Dumont et tout, on pressentait dans les années 70. Moi je vis à 18 degrés depuis toujours. Ma fille était horrifiée parce que je ne jette rien, j'économise tout. J'ai mes habits j'ai pas beaucoup changé depuis que j'ai 20 ans, j'en les remets. Mes filles, petites filles sont bien contentes de les trouver maintenant. Enfin, j'économise l'eau par principe. Moi, j'ai été élevée comme ça. Et c'était des idées désuètes d'après-guerre. Bon, j'ai tout ça. Et ma mère me disait toujours, tu dois réagir. Tu dois réagir, absolument. Tu dois pas rester figé comme ça. Regarde ce qui se passe et réagis. Bon, je pleurais. Mais est-ce qu'à ton époque, une femme avait d'autres solutions que de se construire en contre, comme tu dis? Non, sinon, beaucoup, tout simplement, elles étaient dans le moule. Moi, beaucoup de mes amis que j'ai hélas perdus et qui m'écrivent ont eu des vies qu'elles considèrent, ce qui est triste, misérable, moi, mes meilleures copines, par hasard, parce qu'elles me trouvent, je suis pas sur les réseaux sociaux parce que ça m'emmerde, qu'on me reconnaît, qu'on m'embête des fois, mais elles me disent, c'est toi qui as bien fait. On a eu une vie qui finalement était tracée, qui était inintéressante. Et je l'ai fait parce que j'ai été élevée comme ça, puis que j'avais des personnages excentriques. Et que je me disais, c'est excessif, il faut trouver une autre façon. Je voulais ma voix, moi, qui obligatoirement était contre, puisque je pouvais pas construire de modèle. Je pouvais pas m'imaginer vivre dans les bois tout le temps et tout. C'était, en plus, dans mon enfance, j'ai oublié, ma mère qui avait des amis, ils dormaient chez elle. Nous étions déjà dans une espèce de communauté hippie. Il y avait toujours du monde à la maison. Et ils étaient tous plus fous les uns que les autres. Je me souviens qu'il y en a qui faisaient du kéfir. C'est très tendance maintenant. Oui, ça explosait dans le frigidaire. Elle ne faisait pas de cuisine. Alors qu'elle pouvait cuisiner très bien. Elle me dit, ah non, on mange comme on mangeait autrefois, on ouvrait, je vois encore mon père, il prenait du cresson, il mangeait comme ça, des pains, on mangeait pas à table ou rarement. Donc, il fallait que j'essaye de construire une voie, parce que là-dessus, j'allais à Versailles, dans le 16e aussi, avec ma tante qui m'envoyait le chauffeur à l'école. Elle m'envoyait le chauffeur à l'école communale quand j'étais petite, chauffeur avec la casquette.
Et je lui disais, tu m'attends au coin de la rue que personne me reconnaisse, hein, je veux pas aller dans ta voiture, hein. Il me disait, moi, je vais me faire engueuler. Je disais, on se donne rendez-vous, je monterai en douce, comme ça, elle croira que je suis venu avec toi. Je le vois encore. Ah, vous avez ramené la petite et tout. Elle avait une bonne avec le petit tablier blanc, on mangeait dans l'argenterie, etc. Et tous ces milieux. Après, je partais dans un milieu surréaliste avec mon grand-père. Enfin, en fait, ça t'a ouvert là. Ça a été une très grande chance. Ma sœur, d'ailleurs, qui a 12 ans de moins que moi, a moins vécu ça. Elle le regrette. Mon frère était peu sensible à ça, hélas. Mon frère, finalement, je vais être très vilaine, en plus je suis pas là, n'était pas ouvert à ça. Il voulait jouer un rôle de garçon qu'il n'arrivait pas à jouer. Et lui a voulu se focaliser, rester le garçon. Moi, dans le fond, j'avais 17 mois, ma mère était pas, comme je l'ai expliqué, elle était pas tellement contente de m'avoir. Elle m'a guidée, hein. Je suis pas du tout une enfant martyr, mais ça s'intéressait pas à moi. Et de ce fait, j'ai pu m'orienter. Parce que mon frère, il essayait d'être l'aîné, le fils, il allait reprendre le magasin du père. Mais lui aussi, il avait le poids de la tradition. Il a repris un magasin, le magasin de sport de mon père, qui était voiture. Ils ont refait ça, alors qu'il détestait lui aussi le sport. Ils ont fait une vie tracée particulièrement à Versailles. Où moi, par exemple, en gymnastique, ce sont des petites choses. Mais vous n'avez pas connu ça. On avait une épreuve de danse rythmique en gymnastique. Toute ma vie, je me souviens de ça. On était en bloomer, c'était des espèces de shorts bouffants, c'était beau, on était jolis là-dedans. On avait un tambourin et on avait des ballerines. Et il y a le professeur de gymnastique tambonnait des petits pas, mademoiselle, et tam 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 tam, et on sautillait en cadence là-dessus. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je mettais mes grosses baskets dégueulasses. Dans le bloomer, je pouvais pas y échapper. Et je sautais à contre-temps. En plus, c'est parce que j'entends pas bien la musique, mais même, je sautais à contre-temps. Évidemment, elle me disait, mais enfin, mademoiselle Bomsel, vous êtes la fille de Versailles Sport. Vous pourriez avoir les ballerines conséquentes. J'ai dit, mais il n'y en avait plus de ma taille. Bon. Ce qui évidemment était ridicule. Vous êtes insolente. Je dis, non, madame, j'ai de grands pieds. Je suis Berthaud Grand-Pied. Voilà. Je crois que sauter à contre-temps, c'était prédestiné. Hein. Oui, j'étais sauté. Je crois aussi. Soyons honnêtes. J'avais, par goût, d'être à contre-temps. Ceci étant, j'ai jamais été une excellente danseuse et je pense que j'avais un contre-temps dans ma tête. Dans ta construction de femme, dans ce milieu d'hommes, c'est quoi les choses les plus misogynes que auxquelles tu as dû te confronter? Je sais pas tellement. Pas tellement. Non. Je réfléchis. Justement, on parlait de ça avec ma sœur une fois. Elle en a beaucoup plus souffert que moi. Moi, alors je vais vous faire un aveu. J'ai toujours énormément plu aux hommes. Ça veut pas dire ce que vous croyez, hein. Je n'ai jamais eu de problème. Peut-être que j'avais fait une fixation avec mon frère, mais j'avais réglé tous mes comptes. J'ai jamais eu de réflexion tellement misogyne. Si, je n'en ai une, j'exagère. J'en ai une quand j'ai voulu passer professeur au muséum. J'étais maître de conf, avant c'était sur dossier. Professeur, fallait voir les professeurs individuellement. Il y avait pratiquement pas de femmes professeurs. Et on allait d'un professeur du muséum à un autre. Et ils m'ont en quelque sorte dit, vous êtes quand même, et ce que je considère être comme misogyne, beaucoup mieux comme ça, comme vous êtes habillé ici, qu'en vétérinaire. Et je leur ai dit, je comprends pas ce que vous voulez dire. Ou plus exactement, pour moi, c'est une réaction misogyne. Mais j'adore les femmes. J'ai dit, mais c'est pas pour ça. Je suis un candidat comme un autre. Je ne vois pas pourquoi je dois être habillé de telle façon. Il y en a même un qui a évidemment pris une claque, qui m'a dit, je vous aurais préféré plus attrayante. Ce sont ça les mots, effectivement, misogynes. Je suis d'ailleurs passé finalement, parce que bon, c'était quasiment impossible, mais j'ai eu une carrière après, parce qu'il y a seconde classe, première classe, exceptionnelle, je vous le passe, et on m'a bloqué ma carrière parce que j'avais mal répondu. Et j'ai eu une mauvaise carrière sur prof, je suis passé en première classe beaucoup trop tard, par rapport à un de mes amis vétérinaires homosexuels d'ailleurs, qui travaillait dans un autre labo. On était quelques vétérinaires, mais lui
Ça m'avait fait rire. Il a fait, je dis, mais pourquoi t'as fait vétérinaire? Il dit, je sais pas pourquoi, parce que tout le monde voulait. Il voulait pas toucher un animal. Ah oui, il c'est était un peu gênant. en fait en anatomie. C'était un mec en mammalogie. Il connaissait absolument tout. Et il m'a aidé à passer en dernier, juste. Donc ça, c'est effectivement un acte misogyne dans la carrière. Après, moi, pour avoir lu beaucoup de tes interviews, écouté beaucoup de tes interviews aussi radiophoniques, il y a plein de questions, si on cherche, qui te sont posées parce que tu es une femme et qu'on ne poserait pas à un homme. Hein. Ça m'a marqué la semaine dernière en écoutant plusieurs fois, où vraiment on te décrit comme qui ose parler, qui ose, voilà. Toute la manière dont on te décrit, c'est parce que tu es une femme dans ce milieu d'hommes, et c'est assez amusant. Alors là, je vais te dire une chose, j'ai appris ça de ta génération. Ma génération, on était habitués à être traités comme ça. Et c'est pour ça que je suis toujours étonnée, à la fois étonnée et émerveillée par votre génération, que je trouve parfois excessive, mais ça fait partie évidemment de ma génération qui n'a pas été élevée comme ça, alors on voit plus que les excès. Car j'étais traitée comme ça ne me choquait pas. C'était logique, tu as raison. Si je le regarde a posteriori, c'était souvent sexiste. Tout à fait. Mais nous, on était habitués. Et comme moi, je répondais n'importe ce que je voulais, ça ne me gênait absolument pas. Mais c'est le problème, c'était la guerre des sexes, en quelque sorte. Moi, ça m'était égal parce que dans ma tête, j'étais à égalité. Ça me faisait presque rire. Ça me permettait d'entrer dans des milieux où je ne serais pas rentrée. Et j'étais pas humiliée par ça. Autant j'ai été humiliée par cette histoire où là, on joue sur les carrières et tout. Ça faisait partie du jeu. Mais je crois que c'est logique. Maintenant, je me dis, si nous, les femmes, nous interrogions par hasard, on trouve un homme comme ça, mais on peut pas se poser dans ça. On lui poserait pas les mêmes questions. Non, il poserait pas les mêmes questions. Tout à fait. C'est logique. Moi, ça ne me choque pas. C'est une complémentarité. Si c'est pas humiliant, ça ne me gêne pas. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, je vois ma fille est très féministe. J'estime l'avoir été aussi. Ma petite fille, paradoxalement, l'est un peu moins, mais peut-être parce que bon, c'est sa personnalité. Parfois, je me dis, est-ce que c'est vraiment pas excessif? Parce que je me dis, mais est-ce que je me serais fait draguer autant à mon époque? Parce que vous mettez des barrières, vous les plus jeunes. On n'en avait pas, on était soumises en principe. Donc les mecs se le permettaient. Bien sûr. Mais moi, je disais oui ou non. Ça ne m'a jamais posé problème. Et quand c'était non, je le faisais comprendre par la voix ou par le geste. Bien sûr. Je me souviens encore du directeur du muséum, qui était un musée de l'homme, qui était donc le pont, directeur du muséum. Oui. Et on était en train d'étudier un truc, c'est l'avantage du muséum, on pouvait aller voir la préhistoire, voir ça, lui était de la préhistoire, et je voulais voir certains animaux préhistoriques. Bon, il m'appelle, je savais qu'il était un peu penché là-dessus, si je puis dire, vous voyez ce que je veux dire. Et il ouvre un livre, donc je regarde, et que songe sa main sur mon cul. Que fais-je? Je lui fous une baffe, moi, je suis habituée. Il est devenu cramoisi. Il me dit, comment osez-vous? Et je réponds, et vous? Comment ose-t-il? Oui. Et il me regarde, et il s'est défait. Il m'a dit, c'est vrai. Bon, il me plaisait pas, de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais je me dis, si j'avais eu une agressivité, quelqu'un comme moi qui est du répondant, j'aurais jamais été dragué. Parce que faut faire attention aussi à ça. Moi, des fois, je parle avec des garçons de votre génération, et ils disent, on n'ose plus. On n'ose plus non plus, nous. Parce qu'on est, peut-être, mais bon, alors, ils me demandent tous dans la nature comment c'est. Comment c'est chez les bonobos? C'est le mâle qui va. Je dis, c'est plus compliqué que ça. Il y a un jeu. Et puis, ça dépend des espèces. Si on revient aux grands singes, pratiquement, revenons à nos, puisque je les ai définis, c'est les femelles gorilles qui vont dire aux mâles gorilles, il faut y aller, la mec. Hein? Sinon, on n'aura jamais de bébé. J'en rajoute. Mais c'est un grand timide. Bon, il est pas porté. Les chimpanzés, à l'inverse, ils veulent toujours. Sauf que les femelles ont eu le tort de ne pas s'entendre entre elles, les femelles. Donc, elles se font, et elles marquent leur chaleur. Vous savez, le gros derrière des chimpanzés, c'est les chaleurs qu'on voit. Donc, ils savent qu'elles sont en chaleur, qu'elles vont accepter. Et ils font la queue, par contre, les mecs derrière, et ils se bagarrent entre eux, mais les femelles s'entraident pas, elles s'aident pas avec les bébés, etc. Contrairement aux bonobos, qui ont pris le pouvoir en acceptant tout le temps, en étant d'ailleurs entre elles,
avec les gosses et elles partagent les gosses, elles ont des tantes et tout. C'est toutes sortes de sociétés. Et on a ces modèles de société aussi, nous, dans les sociétés humaines. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, des fois, je me dis, la société occidentale, est-ce qu'on n'est pas excessif? Moi, une des choses qui m'amusait aussi dans mes interviews, tu n'as peut-être pas entendu, c'est toujours, est-ce qu'il y a de l'homosexualité chez les animaux? Ah, j'ai pas entendu ça. Ouais. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr, il y en a. Comment il y en a? Alors j'ai fait aussi des émissions pour l'Église. J'avais eu dans l'être folle. Hein. Et il me disait, ça n'est pas possible que chez les animaux. Mais j'ai dit, mais bien sûr, ça arrive. Mais on le sait. Je ne donnerai pas d'explication. Ah, c'est seulement des animaux qui sont repoussés. Je dis non, pas forcément. Moi, je m'explique pas. Je ne me suis pas posé la question. Mais oui, voilà, il y a tout ça. C'est tout ça. Et peut-être que aussi, ça ne me choquait pas parce que j'avais vu tellement d'agressivité entre mâle et femelle, ou de complicité entre mâle et femelle. Moi, je fais pas de différence entre toi et une guenon, enfin une femelle. Quand j'ai écrit mon bouquin qui s'appelle Mon histoire naturelle, je crois qu'est le dernier, là où on raconte biographie un peu édulcorée de ma vie, je voulais l'appeler Itinéraire d'une guenon gâtée. C'est beaucoup plus chouette, je trouve. L'éditeur a été horrifié. Ben non, c'est chouette. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on est péjoratif vis-à-vis du terme guenon? En plus, entre nous soit dit, guenon, c'est un nom qui a été fait par Buffon pour ce qu'on appelle les cercopithèques, qui sont des petits singes africains. Il les appelait des guenons. Puis ça a été transféré à la femelle du singe. C'est un synonyme. Donc mais pour moi, c'est pas dépréciatif du tout. Bah, ce sera le titre de cet épisode, hein, je te garantis. Ben voilà, mais c'est tous ces trucs-là. J'ai pas la même vue que tout le monde parce que pour moi, les animaux c'est ce qu'ils ont. Attendez, j'ai un philosophe qui a fait un discours sur l'altérité. J'ai mis du temps à comprendre ce que c'était l'altérité, mais c'est pas totalement faux. Ils ne sont pas. Alors j'ai dit, pour moi, il n'y a pas d'altérité. Ils ne sont pas autres. Ils font partie intégrante de mon univers avec leur code. Je suis tout aussi paumé quand je m'en vais au fin fond d'une tribu bororo ou chinoise que si je m'en vais au milieu des orang-outans. C'est des individus. Ce qui manque, c'est l'observation. Moi, j'observe tout avant. Je suis toujours stressé. T'as vu, j'ai fait le tour de ton immeuble, je suis arrivé un peu en avance, en fait. Bon, après, ne parlons pas, je suppose, mais j'ai besoin d'avoir les gens. Je comprends. Sinon, je suis perdu. Sinon, les mecs, voilà. Moi, je ne me rendais pas compte, mais on me l'a déjà dit que j'avais accepté des questions sexistes. Mais c'est pas que tu les as acceptées, c'est qu'elles se font complètement naturellement. Effectivement, c'est ce que tu décris. C'est en fait, ces questions se font complètement naturellement dans l'entretien et tu réponds avec un grand naturel. Mais rétrospectivement, quand on les réécoute, on se rend compte que ces questions-là n'auraient pu être posées qu'à une femme dans un milieu d'hommes, en fait. C'est vrai, c'est assez vrai, mais je crois que c'est, je vais pas dire que c'est moi qui ai raison parce que j'ai l'air vraiment, mais il faut pas faire attention, les choses vont s'équilibrer. Ça, je suis d'accord. Voilà, il faut laisser le temps au temps et les choses vont s'équilibrer. Exactement. Et moi, des fois, je vais pas faire de politique, mais des fois, je me dis, on va trop loin. Oui, mais je vois très bien de quoi tu parles et ce que tu veux dire. Parce que du coup, on caricature et la caricature est épouvantable. Mais parfois, faut peut-être accepter d'aller trop loin dans un sens pour revenir au juste équilibre. C'est ce que je me dis parfois. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. Sinon, c'est une bonne chose, hein, mais ce qui me choque par ailleurs, ça c'est en dehors, c'est que pendant ce temps-là, on ne se préoccupe pas des femmes afghanes, de la façon dont on recule l'image de la femme dans ces milieux et même dans des milieux occidentaux comme le non-droit à l'avortement. C'est très, très pernicieux. Et c'est en cela que je me dis, il faut faire attention aux féministes extravagants qui risquent du coup de permettre une caricature pour, c'est vrai, la majorité d'hommes au pouvoir. Et il faut faire très très attention à ça, parce qu'on est dans une période dangereuse. C'est pour ça que moi je reste toujours, sincèrement, je n'en ai pas souffert. Et si on se répond tel qu'on doit répondre, voilà, on peut mettre. Je vois ce que tu veux dire. Et bon, une anecdote que je veux te raconter, elle me revient enfin. La première fois que je me suis aperçu avec une de mes étudiantes, donc il y a quand même une trentaine d'années, c'est la première fois que j'ai vu ça pour moi. Nous étions en voiture et un mec me fait je sais pas quoi, il m'emmerde dans la voiture. Elle ouvre la fenêtre et elle le regarde, elle lui dit mal baisé. Je dis Marie-Hélène,
mais qu'est-ce que t'as dit? Elle dit, j'ai dit mal baisé. Ils me disent ça. Et j'ai vu là la différence de génération. Jamais ma génération n'aurait osé dire ça. Je suis restée, j'ai pilé. D'ailleurs, du coup, je me suis fait klaxonner. Elle m'a dit, t'as vu tous les mal baisés, t'emmerdes là. Alors, je suis on avance. Mais pour moi, voilà, c'est un souvenir qui m'est resté. Il y a longtemps pourtant, je dis 30, oui. 40. C'est vrai que cette génération, tout d'un coup, mais moi, ça me choquait pas. Moi, dans la boîte, jeune fille, on me traitait de boudin, on me sifflait. J'étais habituée, hein. Je trouvais ça normal. C'est vrai que ça l'est pas. Mais c'est ça, c'est la norme qui doit changer. C'était la norme, bien sûr. Alors, je leur faisais un doigt d'honneur. Puis c'est tout. Bon. Oui, t'as une sacrée personnalité. Alors j'ai une autre question. Quand je t'ai eu au téléphone pour la première fois, quand on a échangé, tu m'as raconté une anecdote avec ta remplaçante au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est aussi une consoeur, hein, je crois. Et tu m'as dit en substance que pour comprendre où la profession allait, il fallait avoir le début de l'histoire. En quoi le début de l'histoire permet à notre profession d'évoluer aujourd'hui? Parce que il faut se souvenir qu'un animal est un être vivant et que on le perd de vue. Même mes jeunes étudiantes, certaines sont parties en canine et je suis frappée comme font les médecins. Elles regardent avant tout. Elles font les prises de sang, la batterie d'examen et elles regardent avant tout les papiers. Puis l'animal. Et je leur ai dit, mais tu as oublié de regarder l'animal. Mais souviens-toi, à la ménagerie, on regardait l'animal. Moi, j'ai été étonnée de voir arriver assez vite, non, pas assez vite, depuis 10, 15 ans, mais à la fin, j'étais encore un peu avec les vétos, on ne regardait plus l'animal. Or, nous, on n'avait rien. Oui, il n'y avait pas d'examen complémentaire, il y avait pas... rien. Mais même, moi, l'ictère du cheval, du nouveau-né, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un ictère du cheval, nouveau-né. Je sais qu'il y a un jeune qui arrive, qui me dit, tu as vu les taux de transaminase? Je sais plus de quoi c'était, je vais dire des conneries. Et j'ai dit, bah oui, t'as vu les muqueuses jaunes? Il a des muqueuses jaunes? Je dis, mais tu regardes l'animal? Mais c'est marrant parce que c'est beaucoup de vétérinaires de ta génération ou d'autres générations, en tout cas plus au-dessus que la mienne, ils disent tous la même chose. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend dans les podcasts de Veto Micro, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ça. Mais nous, on regarde plus assez les animaux. Mais même dans leur comportement, dans leur façon d'être, et les regarder longuement. Moi, ce qui m'énervait dans la canine aussi, c'est que les gens parlaient. Et je leur disais, mais taisez-vous. Alors qu'ils étaient venus là, bon, j'étais pas faite pour la canine, et ils étaient venus là pour me raconter la vie, bon, ce que je ferais volontiers si on partait sur mes chats, hein. Je suis comme tout le monde. Mais je leur disais, laissez-moi. Et je prenais l'animal, je le faisais marcher, et je voyais bien que là, pas là. Après, j'ai dit, bon, maintenant expliquez-moi, raccourcissez, etc. Je guidais la personne. Parce que j'avais vu certains trucs. Après, je refaisais mon idée. C'est pas ça. Là, hop, ils sortent la feuille et tout. Bon, c'est vrai. Par exemple, moi, j'ai eu des chats urémiques, comme tout le monde. Ils sont des vieux chats. Heureusement, c'est une de mes autres élèves qui Karine toujours, qui l'a regardé. Elle me dit, dis donc, le taux d'urémie et tout. Je dis, bon, tu vas me l'hospitaliser. Je te le dis tout de suite. Elle m'a dit, je sais ce que tu vas me dire. Je suis d'accord avec toi. On l'hospitalise une fois. Après, tu te débrouilles. J'ai dit exactement. Là, il est vraiment trop bas. Maintenant, après, je reviens. Bon, je veux plus qu'on lui fasse les prises de sang et tout, parce que ça m'angoisse. Je sais bien qu'il est urémique, ça va pas s'arranger. Tu me donnes le traitement. Ben, il a 20 ans, mon bestiole. Ça fait 7 ans qu'elle m'a dit, c'est mal barré. Parce que, bon, j'arrange, ça. Bon, certes, c'est mon animal. Mais en plus, le stress de l'emmener, les piqûres, l'hospitalisation, elle-même était d'accord, hein. Mais elle me dit, les gens, quand tu es en clientèle, ils veulent que tu interviennes. C'est comme, on suit la médecine. Ils veulent toujours plus. Moi, je me suis engueulée avec mes confrères à la ménagerie en leur disant, arrêtez de surmédicaliser. Parce que ça devient vraiment trop, vous stressez les animaux. Moi, j'ai vu des cochons d'Inde mourir de stress à la palpation et tout. On sait plus les regarder. Nous, on n'avait pas d'autre solution.
Plus écouter les soigneurs. J'ai un avantage, enfin nous avons un avantage dans les zoos, nous sommes en même temps éleveurs et vétérinaires. C'est-à-dire que tu vois l'animal net, vivre, malade, mourir. Et tu sais où tu as fait l'erreur. Et j'en ai énormément appris. Je dis pas qu'il faille te suivre Bien tous les sûr, animaux, mais tu vois parfaitement et ça te rentre là et tu regardes et tout. Et nous les vieux, on a toujours regardé énormément et on avait un contact. Oui, je Et vois ce que tu veux dire. même décrypter là. Alors il y a un problème d'argent en plus maintenant, qui fait que on pousse, on le sait bien, il y a un problème de concurrence, hein, j'ai conscience. Nous, on n'avait pas ça, on s'appelait entre vétos, il n'y avait pas la concurrence. Beaucoup moins, il y en avait Beaucoup bien moins, sûr, oui. mais beaucoup moins. Donc je pense que ça a poussé à ça, mais il y a aussi d'avoir peur de faire erreur, mais des fois les erreurs peuvent être profitables, à mon avis. C'est comme les médecins maintenant, ils font pas d'auscultation, hop, ils font un screening. Examen, moi je fais des examens. Si t'es, bon, je suis pas le tendance dépressive. Si tu leur dis que t'es dépressif, faut voir un psy. Après faut voir. La dernière fois on m'a dit vous voulez pas voir un nutritionniste. Je me trouve pas spécialement obèse. On vous distribue ça à la carte. Mais on fait un peu ça les vétos. Moi je trouve. Peut-être, de plus en plus, peut-être. Hein. Ouais, peut-être. Alors j'exagère, je vois peut-être pas assez. Et quel conseil tu donnerais là aux tout jeunes vétérinaires qui sortent de l'école et qui peut-être sont attirés par les animaux exotiques ou les zoos? Je vais être très vilaine de ne pas le faire parce que ils rêvent tous d'aller en Afrique et tout. On leur a vendu du vent. Moi, toutes les émissions que j'ai fait réellement le boulot veto. C'était préparé en amont. Avec des assistants, il y avait des gens, j'étais épaulé par des vétérinaires locaux et surtout c'était une autre époque. Les Africains demandaient de l'aide de blancs qui viennent opérer. Maintenant, Africains ou autres, ils veulent le faire. Bien sûr. Donc il faut leur apprendre. Ou alors, faut faire de la pédagogie. Mais presque tous ceux que j'ai vus, peut-être me trompais-je, peut-être que maintenant les jeunes ont compris, il faut venir faire apprendre aux jeunes vétos africains de leur apporter un maximum de sciences qu'ils n'ont pas. Mais soi-même opérer et tout, non. En zoo, par ailleurs, pour beaucoup, moi je comprends, hein, c'est un rêve. Bon, je l'ai vécu, moi, je l'ai vécu en plus avec toutes les chances, puisque j'avais les animaux à la main et tout. Maintenant, on est un technicien, on est dans un système technicien. Moi, à chaque fois que je vois les zoos, nous étions, moi quand je suis rentré, alors je râlais parce qu'on n'avait personne, mais je faisais tout. Je faisais directeur, chef de personnel, pédagogie, curateur, c'est-à-dire en gestion des collections animales, et veto. J'étais au cœur de l'action. Maintenant, il y a un métier veto, donc on te dit tu fais ça. Donc tu fais une OP juste, certes, t'as quand même un autre animal et tout, mais sauf si t'as des gros moyens, comme à Beauval, comme où ils font de la recherche un peu, t'es cantonné à un rôle vétérinaire. Et moi, je trouve ça frustrant à ce moment-là, parce que tu te retrouves dans un acte technique. Tu n'as pas l'ouverture que tu as pu avoir dans ta carrière. Ouais. Voilà. Alors, certes, à long terme, tu dois profiter quand même. T'as un autre avantage quand même. Tout au moins, moi, je connais bien Beauval. T'es envoyé dans des missions, tu vois des tas de choses. Bon, ça, c'est un gros avantage. Mais en tant que veto pur, si tu n'es pas joint à l'équipe de direction, ça dépend des zoos, tu n'as pas la vue générale. Parce que moi, je travaillais énormément avec les architectes, énormément, avec les paysagistes. Enfin, si tant est qu'il y ait des paysagistes, c'est grandiose à la ménagerie. Les ouvriers, même. Ouais, c'est de la zootechnie, finalement, ouais. Oui, t'appelles ça zootechnie, c'est le décor. Tu dois faire un décor. Je sais que moi, bon, je me suis engueulé avec Gérard, on est tellement pauvre à la ménagerie, il avait fait décorer. Mais je le comprends, hein. Derrière, il avait fait mettre des trucs verts pour rappeler un peu la faune pour les animaux et le public. Ils ont tout arraché, bien sûr. Mais il le savait, mais il avait envie de faire quelque chose. Mais on n'a pas d'argent. Mais quand on a l'argent, savoir quelles sont les plantes, comment les animaux vont se cacher. Donc tu apprends, tu énormément. Il en faut des endroits à l'ombre, des endroits au chaud, faire qu'ils puissent être vus par le public. Sans qu'il soit dérangé et qu'il le voit dans les meilleures conditions possibles. C'est énorme le travail, c'est ça le vrai travail intéressant. Si t'es juste veto pur, sauf si tu aimes, alors attention, je suis pas très habile manuellement, je suis pas un bon chirurgien. Donc évidemment,
J'ai tendance à dire, si on fait que de la chirurgie, compte tenu que je brille pas dans cet exercice, bon, ça dépend. Si on aime être chirurgien pointu, oui, je sais qu'on fait de l'ophtalmo, des trucs comme ça. Ça, je suis incapable de ça. Donc là, je suis pas objective. Hein. Mais il faut avoir un choix précis de ce qu'on veut faire. Faut pas croire qu'on arrive. Bon, c'est à ce niveau-là qu'il faut le sentir. Non, mais c'est très clair. On va être dans une équipe. Il faut en plus être au sens de l'écoute des soigneurs, car c'est eux qui savent. D'accord. Comme les clients savent quand même. Si tu enlèves, mais là on n'a pas. Les clients, il y a un rapport fric, il y a un rapport etc. Le soigneur, c'est autre chose. C'est lui qui est ça. Et puis je reviens. L'avantage, par contre, c'est qu'il verra ses erreurs. D'accord. Et j'en ai vu. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait un grand tour de la question, non? Merci Marie-Claude pour cet extraordinaire entretien. J'ai l'impression d'avoir pris une petite machine à remonter le temps. Et j'ai souvenir d'un article que j'ai lu par Germaine Aziz, qui était journaliste à Libération et qui avait écrit en 96 à ton sujet. On l'a dit pétulante, gaie, brillantissime, caustique. Je me suis dit en la lisant que ça faisait beaucoup pour une seule femme, mais maintenant je comprends pourquoi. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.